bien, merci d'abord de me permettre d'être là. Je crois qu'il y a urgence sur la pertinence. Et je dirais même sur la qualité en général. Il y a urgence pourquoi? Parce que d'abord, c'est un but en soi, et les patients nous le font savoir très fortement. Et c'est également un outil d'efficience. Donc c'est un cercle vertueux, je dirais. Alors, il y a urgence parce que, vous le savez tous, on a des besoins de santé qui se modifient très considérablement, quantitativement et qualitativement, des ressources contraintes, qu'elles soient budgétaires mais aussi humaines, hein, de compétences. Et donc, il faut les utiliser au mieux, tout bêtement. Alors, pourquoi j'élargis en général à la qualité? Parce que, à mon sens, on emploie le mot de pertinence. Dans la littérature internationale, on parle plutôt de qualité parce qu'on l'emploie pour différentes choses. Il y a la pertinence du système de soins. Ça peut être aussi bien, en effet, les structures, ce qu'il y a en hôpital, ce qu'il y a en ville. Il y a l'efficience des structures. Il y a la coordination des soins, dont on parle beaucoup parce qu'elle pose beaucoup de problèmes. Il y a la sûreté, la sécurité des patients, qui comptent énormément également. Et puis, il y a la pertinence des prescriptions, des actes réalisés par les professionnels. Alors, pour nous, la qualité, c'est tout cet ensemble-là. La pertinence, elle s'adresse plus à la justification d'une prescription. Et elle va dans le sens d'une certaine sobriété médicale, je dirais. Mais attention, pour nous, elle est aussi bien une sous-consommation de soins qu'une sur- ou mauvaise consommation de soins. Parce que ne pas faire assez de prévention, par exemple, c'est de la non-pertinence. Et c'est de la non-pertinence qui n'est pas bonne pour la qualité des soins et de la santé des patients. Et ce n'est pas bon pour le système de santé non plus. Donc, pas assez, c'est aussi mauvais que trop. Alors après, c'est plus facile d'identifier ce qu'on fait en trop. Et on le sait que dans tous les systèmes de santé, c'est à peu près, ça a été estimé dans de très nombreuses études, environ 30% des actes. Ce qui est quand même énorme. Oui, qu'on pourrait faire de façon un peu plus sobre. Et donc c'est vrai que là-dessus, on a une marge de manœuvre et il faut l'utiliser, cette marge de manœuvre. Mais ça, encore une fois, ça englobe au-delà de juste la prescription d'un acte. Hein. C'est aussi bien s'assurer de la sécurité de ce qu'on fait. C'est un ensemble de choses. Alors, chacun a un rôle dans cette pertinence. Les professionnels, on reviendra sur la question peut-être, mais également les patients, parce que la culture, il y a une déraison culturelle qui dit que plus, c'est toujours mieux. On pense que new is better and more is better, comme disent les anglo-saxons. Je pense que ça, il faudrait revoir. Il y a le système qui induit à la quantité, que ce soit parce qu'on finance que le volume, donc mettez-vous à la place des gens, hein, c'est le critère, donc on en fait plus. Puis il y a aussi le temps, du coup, les ressources qui sont mises à la coordination, qui est probablement insuffisante. On reviendra sur le rôle des professionnels, mais il y a encore une fois les patients. Et nous pensons que la responsabilisation des patients, l'engagement des patients, comme on dit, est extrêmement importante pour cette médecine pertinente. Il faut qu'ils sachent quoi attendre, il faut qu'ils connaissent les effets secondaires de ce qu'on leur propose. On crée ces jours-ci à l'HAS un conseil pour l'engagement des patients parce qu'on pense qu'au-delà de la démocratie sanitaire, il y a encore plus à faire. Il faut leur donner les outils pour le faire. Il y a les industriels, il y a les évolutions technologiques qui sont un progrès majeur, mais qui parfois vont au-delà des besoins et poussent à la consommation, je dirais. Donc, des sources de non-pertinence, il y en a énormément. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me direz, c'est bien beau. Il faut faire ensemble, d'abord, parce que ce n'est pas la haute autorité de santé, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas les professionnels tout seuls, ce n'est pas les patients tout seuls, c'est tout le monde ensemble. Donc nous, notre but, c'est vraiment de co-construire ensemble la démarche des outils, c'est-à-dire les référentiels, c'est les sociétés savantes, c'est la HAS, avec les professionnels et les patients, des leviers, de la mise en œuvre, et ça passe, c'est de la mise en œuvre pour un parcours de santé correct, et je crois vraiment que le numérique peut beaucoup aider.
c'est la qualification des professionnels tout au long de leur parcours, au long de leur vie professionnelle, parce que la médecine évolue à une vitesse démente et que donc la recertification, la formation continue est extrêmement importante. C'est ce que nous faisons, nous, dans le domaine de la sécurité patient, l'accréditation des professions à risque, l'analyse des événements indésirables graves liés aux soins. C'est le travail en équipe, parce que maintenant, les actes ne se font plus tout seuls. Il y a vraiment une très grande importance du travail en équipe. Voilà. Puis c'est la mesure de la qualité, ces fameux indicateurs qu'on sort. On vient de les sortir. On a fait une conférence de presse lundi là-dessus. Parce que toute qualité, elle se mesure. Et que donc, il faut avoir des indicateurs de qualité. Mais alors, sur les 30%, par exemple, je vais vous poser une question qui va vous parler. Qu'est-ce qui a été listé précisément comme étant inutile et qui est consommé massivement, je dirais, par l'ensemble, c'est-à-dire le médecin, les malades et le système? Est-ce qu'il y a un endroit où ça cloche vraiment? Non, je pense que tout le monde est à égalité dans le système. Et je dirais qu'il n'y a pas une spécialité plus qu'une autre. Je pense que dans chaque spécialité, c'est à la communauté professionnelle de se remettre autour de la table et de dire, bon voilà, la médecine évolue, qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui, qu'est-ce qui est suffisant pour faire le bon soin, c'est-à-dire que on peut faire, est-ce que vraiment faire plus va vraiment améliorer quelque chose pour le patient? La définition de la Rand Corporation, c'est très intéressant parce que c'est la pertinence, c'est de mettre en œuvre un acte quand on sait que les effets positifs sur la santé vont être suffisants pour justifier les effets éventuellement indésirables, quel que soit leur coût. Mais au fond, c'est le fondement de la médecine, ça. Ça doit l'être, mais il faut le rappeler régulièrement. Et puis la médecine, ça évolue très vite. Énormément, oui, sur le plan technique. Jean-Paul Ortiz, j'ai une question, évidemment, vous allez pouvoir aborder ce sujet dans son ensemble. Mais je prends simplement, non pas mon exemple personnel, mais un exemple banal. Avant, quand vous alliez voir votre généraliste, il vous apportait des réponses sur votre état, et en fonction de cet état, il prescrivait un certain nombre d'examens. Maintenant, il y a de plus en plus de médecins, ça c'est une expérience personnelle, mais qui est partagée par beaucoup de gens, qui d'une certaine manière n'ont pas doute de leurs compétences, mais presque, ils vous disent « Bonjour Monsieur Durand, qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête, très bien, allez faire d'un scanner et vous revenez me voir avec les résultats. » C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'est pas passé finalement d'une médecine à l'ancienne de papa qui était extrêmement prudente sur les examens à une médecine hyper technicienne qui devient extraordinairement gourmande en termes d'examens, c'est-à-dire radio à gogo, scanner IRM à gogo. Est-ce que finalement en progressant dans les études médicales, on n'est pas devenus tous des agents de la surconsommation? Merci pour la question et merci de m'avoir invité. Alors, vous posez clairement le problème de l'excès éventuel de prescription. Et je voudrais revenir, si vous le permettez, sur 3 points. Pertinence et qualité, pertinence et efficience, et intérêt à agir des acteurs. Je terminerai sur le patient. Pertinence et qualité. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui la pertinence? Non. La démarche qualité s'est imposée, et ici... dans cet aéropage d'hospitalisation privée, médecins et gestionnaires, ça fait 20 ans qu'on s'est engagé courageusement dans une démarche qualité en regardant, et il y a quelques anciens de l'ANES qui sont encore là, et je salue au passage mon ami James Goldberg, avec qui on a partagé ces temps-là, où nous nous sommes inspirés du modèle de la démarche qualité de l'industrie, pour le faire rentrer dans le monde de la santé. C'était une révolution. Et nous avons fait du prosélytisme, de la pédagogie, pour expliquer aux médecins et aux autres soignants, vous êtes persuadés que vous faites bien, mais évaluez-le et regardez si, en fait, ce que vous pensez être bien, conforme aux données de la science, est vraiment tout à fait dans les clous. Et de cette démarche qualité qui s'est imposée finalement, qui s'est imposée dans les structures hospitalières, mais aussi en ville et au quotidien dans les cabinets, est devenue une exigence sociétale. Et je pense que nous sommes dans cette évolution-là, et aujourd'hui, on passe à la pertinence qui est un élément de cette démarche de qualité qu'on a imposée, avec bien sûr le souci de qualité et sécurité des soins.
Et quand on parle pertinence, et vous le faites très typiquement, vous posez la question de l'excès de prescription et donc, très clairement, en sous-main, la question de l'efficience. Or, Dominique Le Guludec l'a rappelé, la pertinence, ça n'a pas un objectif d'efficience. Elle va participer à l'efficience parce que nous ressentons tous qu'il y a certainement des progrès à faire dans la coordination et la prise en charge du patient, mais la pertinence, ça peut aussi être développer ou utiliser une technique ou faire une démarche thérapeutique qui va être plus coûteuse que celle que l'on fait, parce qu'effectivement, elle correspondra à ce qui est nécessaire dans le cas de ce qu'on dit toujours, le bon soin au bon malade, au bon endroit et au bon moment. Autrement dit, la pertinence peut participer à l'efficience, mais pas forcément. Par contre, l'efficience est forcément dans la pertinence. Et je crois que ça, c'est important. Et aujourd'hui, si on veut gagner le défi de la soutenabilité de notre système de santé, de notre système solidaire, parce qu'on a quand même en France un système qui est extraordinairement solidaire, même si on a encore des zones d'ombre en ce qui concerne le reste à charge, mais on voit bien qu'on a un système de santé, quand on le compare à d'autres pays européens ou de l'OCDE ou des États-Unis, où les Français, quel que soit leur niveau de revenu, ont accès à des soins de qualité et qui, aujourd'hui, doivent être de plus en plus pertinents. Et pour demain, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que nous allons avoir des médicaments et des techniques particulièrement coûteuses. Donc, il faut que collectivement, et nous soignants, et j'en revendique une partie de responsabilité, mais je ne suis pas le seul, nous devons tout faire pour que tout euro dépensé par la collectivité le soit à bon escient, si nous voulons avoir ce système solidaire accessible à tous. Alors effectivement, troisième point, quel intérêt à agir? Il nous faut engager des mécanismes et des dispositions qui vont faire que tous les acteurs vont avoir un intérêt à agir dans le cadre de cette pertinence, pour justement gagner sur l'efficience de notre système de santé, dépenser plus là où il faut dépenser plus, mais savoir dépenser moins là où nous devons dépenser moins. Et là, tous les acteurs sont concernés. Parce que la pertinence, c'est d'abord apprendre aux médecins à dire non aux patients. Parce que, comme vous le disiez, nous avons une demande importante de la part de tout un chacun qui, lorsqu'il est malade, a l'impression... Mais c'est normal. Mais c'est normal, Guillaume Durand, vous seriez malade, vous voudriez le scanner, l'IRM tout de suite, parce que... Mais bien sûr, mais on réagit tous comme ça. Donc c'est d'abord responsabiliser et apprendre à dire non. Et là, les patients ont un rôle à jouer, et nous avons aussi notre rôle à jouer, mais encore faut-il, parce que ça prend du temps, d'expliquer à Guillaume Durand qu'il n'a pas besoin d'un scanner parce qu'il a un peu mal au dos et qu'il a une lombalgie, et qu'on va pas prendre beaucoup de temps, je vous le confirme. Mais bien sûr. Donc il faut qu'on ait un intérêt à agir. Alors on a commencé à mettre en place des mécanismes avec l'assurance maladie dans un dialogue où on a essayé de commencer à construire. C'est très rustique, ça a besoin d'être peaufiné, il faut qu'on aille plus loin. Moi, je suis prêt à prendre ce défi-là. Je suis prêt à prendre le pari que spécialité par spécialité, nous allons trouver 1, 2, 3 thèmes, 3 actions, 3 prescriptions, 3 actes ou 2 actes qui, au final, mieux utilisés, vont être mieux efficients dans le cadre de notre système de santé. Et je l'ai dit à Nicolas Revet, je lui ai dit, écoutez, allons-y, il faudra qu'on s'entende pour voir comment ce gain, y compris financier, les médecins y trouvent un intérêt à agir et comment on co-construit ensemble cette évolution fondamentale dans notre système de santé. J'ai une petite question, Jean-Paul, et après nous débattrons tous les trois ensemble, juste après que Julien soit intervenu, qui, je vous rappelle, est parlementaire. Vous savez qu'on est tous devenus, via les réseaux sociaux, vous le savez aussi, madame, des médecins amateurs. C'est-à-dire que vous voyez effet indésirable dans les familles, tout le monde tape sur Internet dans tous les sens. Donc, entre le petit bobo, vous évoquez j'ai mal à la tête, et puis le cancer, le je ne sais pas quoi, vous n'avez plus affaire, comme médecin,
aux mêmes patients qu'avant, qui en gros étaient dans l'ignorance et vous regardaient comme une sorte de sauveur. Vous avez des gens qui vous disent déjà j'ai 3 hypothèses à vous soumettre, soit je vais mourir, soit j'en ai pour 10 ans, soit tout va bien. C'est plus les mêmes quand même, les gens que vous soignez. Vous avez complètement raison. Et c'est un des éléments de la difficulté du corps médical aujourd'hui, un des éléments d'une profession qui va mal, quel que soit le secteur où on exerce, que ce soit à l'hôpital, en libéral, en temps partagé ou en statut mixte, peu importe. Les médecins aujourd'hui vont mal parce qu'ils ont cette évolution majeure à gérer. Ils sont passés d'un savant devant un ignorant à un nouveau métier de relation avec le patient, et moi c'est ce que je dis souvent, où nous sommes devenus des accompagnateurs d'un patient atteint d'une, voire plusieurs pathologies chroniques, qui va évoluer au fil du temps et que nous allons accompagner. Et aujourd'hui, le défi que nous avons à relever avec les patients, c'est l'adhésion. L'adhésion au schéma thérapeutique qu'on lui propose. C'est la confiance, en fait. Et l'observance. Mais ça va au-delà de la confiance parce que, regardez, vous parliez des réseaux sociaux aujourd'hui. Combien il y a de fake news sur les réseaux sociaux? Partout. Bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des consultations où on traitait un épisode aigu à un ignorant, ça prenait 10 minutes, où nous avons au contraire plusieurs problèmes de pathologie chronique à traiter à quelqu'un qui est informé, en tout cas qui a accès à l'information. Et ça prend beaucoup de temps. Et là, nous avons un rôle d'accompagnement qui effectivement change un peu notre positionnement dans le métier, et ce n'est pas toujours facile. Je vais vous poser une question volontairement provocante sur la responsabilité des médecins. Par exemple, est-ce qu'il existe des cardiologues qui posent des stents qui sont inutiles uniquement parce que ça rapporte de l'argent? Je crois que c'est trop facile de dire ça. Hein. J'ai dit question provocante. Mais bien sûr, mais je vous connais bien. Je crois que... Quand je parle de cet exemple-là, ça pourrait être... Non, mais bien sûr, n'importe quel exemple. Non, je vais vous donner un exemple moins grave et moins engageant. Vous avez les gens qui courent, par exemple, qui ont les aponevroses. Bon, ils vont voir un kiné qui leur dit il faut faire ça, puis après, il vous dit il faut mettre des semelles, puis après, finalement, vous allez voir quelqu'un qui est un radiologue qui dit tout ça, ça ne sert à rien, il faut faire une infiltration. Donc, quelquefois, on se sent prisonnier quand même de cette espèce de parcours qu'on vous impose. Bien sûr, mais vous avez raison. Mais je crois J'ai pris un cas grave et un cas qui ne l'est pas. Voilà. Mais on en a 10 000 cas sur la table. Quand on regarde les variations de pratiques, quand on regarde les variations de cas à l'intérieur de la France, on voit bien qu'il y a des incidences de telle ou telle intervention extrêmement variables entre le nord et le sud, etc. Mais tout ça est très multifactoriel. Et je crois que ces aspects-là, c'est la profession qui doit s'en saisir et qui doit évaluer les raisons pour lesquelles il y a de telles variations. Est-ce que ce sont des raisons d'indication qui ne sont pas, pour le coup, pertinentes? Est-ce que ce n'est pas le bon soin au bon moment et au bon endroit et au bon patient? Est-ce qu'il y a des excès de prescription, d'indications thérapeutiques? Ou est-ce que, au contraire, les endroits où il y a moins de cas traités par rapport à une moyenne nationale, c'est un problème tout simplement d'accès aux soins? Mais la moyenne n'est pas forcément, la moyenne nationale n'est pas forcément la cible qui doit être celle de la bonne santé pour tous et qui doit être la cible pertinente. Alors, après Jean-Paul, évidemment, on va débattre de tous ces sujets. C'est la parole qui est donnée à Julien Borowitz. Vous êtes médecin, Julien, mais vous êtes aussi parlementaire. Oui. Donc, vous avez une double responsabilité vis-à-vis de vos patients et vis-à-vis de la société en notre nom à tous. Comment peut-on arriver, après le constat qui a été fait donc, par le professeur Guludek et celui de Jean-Paul Ortiz, comment on peut faire pour que, au fond, la loi, la future loi que tout le monde attend, qui en plus va poser des problèmes budgétaires dans le contexte que tout le monde connaît avec l'actualité, tienne compte de cet aspect fondamental qui est la relation entre vous et moi. Vous comme médecin et moi comme patient et non pas comme client. Alors, tout d'abord, effectivement, vous soulevez un point qui est important. Et moi, qui me tient à cœur, c'est le fait d'être en même temps médecin. Je continue
en partie mon activité, et parlementaire. Je crois que c'est ce lien qui est important aussi pour comprendre le terrain et le fonctionnement. C'est vrai que la loi, les lois et la loi de santé en particulier qui arrive, aura, et on l'a vu avec Ma Santé 2022, aura à cœur de faire travailler les professionnels de santé au sein vraiment, et c'est un vœu pieux et on essaye vraiment de le créer, au sein d'équipes pluridisciplinaires, parce que ça l'a été dit jusqu'alors, on a beaucoup entendu ce terme d'efficience. Et moi, c'est un terme qui me tient vraiment à cœur, parce qu'il y a l'efficience du soin qu'on prescrit, vous l'avez souligné tout à l'heure, est-ce qu'on a intérêt à prescrire un scanner alors que peut-être qu'il n'y avait pas besoin de le prescrire? Juste, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, il y a la partie médicale, qu'on a beaucoup abordée. Il y a une petite partie qui est médico-légale et qui aujourd'hui pose un vrai problème dans les prescriptions parce qu'on se rend compte qu'en cas, je fais une petite digression mais elle a son importance. Madame Le Gullet parlait tout à l'heure effectivement à juste titre d'éduquer les patients. La question aujourd'hui c'est de savoir est-ce que c'est important aussi de discuter cette partie médico-légale. Je ne vous fais pas un scanner parce que j'estime qu'il n'en a pas besoin mais par contre on peut me le reprocher auprès d'un tribunal. Ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Mais bon, ça, je passe. Honnêtement, la question aujourd'hui, c'est de redonner du temps médical aux professionnels de santé, en particulier médecins. Et c'est toute l'importance et tout l'attrait de Ma Santé 2022. Et la question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on avait besoin de mettre un médecin sur tel soin? Est-ce qu'on avait besoin de mettre un spécialiste sur tel soin? Etc. etc. C'est alors vraiment de structurer le parcours de soins avec vraiment une équipe pluridisciplinaire. Parce que l'efficience et la pertinence du soin, c'est aussi de vérifier si la personne a bien pris son traitement, et l'a pris comme il faut. Est-ce qu'elle fait confiance en son traitement? Parce que, vous en parliez aussi tout à l'heure, vous parliez des notices qu'on regarde. Moi, je travaille aujourd'hui avec les fabricants de médicaments en disant il faudrait peut-être qu'on se pose la question de savoir, et d'ailleurs j'adresse ce mot aussi à l'HAS, mais quand vous regardez une notice, vous vous dites finalement j'ai peur de le prendre ce médicament, parce qu'il n'y a que des effets secondaires. On n'a jamais marqué quels étaient les effets bénéfiques à prendre un médicament. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant de garder son activité médicale, j'ai des gens à qui on prescrit une statine, je la prescris, ils la prennent chez le pharmacien, et ils en ont tout un stock chez eux, mais ils ne la prennent pas en fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi ça, la pertinence des soins, c'est le feedback. Donc vraiment pluridisciplinaire. Et juste un petit mot, mais on y reviendra après, parce que ça me tient à cœur, c'est la partie, ça l'a été dit, sur le numérique, parce qu'il y a besoin évidemment de structurer ce parcours de soins avec le fameux dossier médical partagé, et probablement on va y revenir, avec la nécessité de voir ce que chaque professionnel a fait, et avec la nécessité de ne pas faire des examens redondants, parce que ça c'est un vrai problème. Alors, j'ai une question, évidemment, j'ai gardé quelques questions non pas provocantes, mais basiques. Est-ce que franchement, quelqu'un qui fait 7, 8, 9 ou 10 ans d'études de médecine, est-ce qu'il peut continuer à être payé 25 € la consultation? Parce que là, c'est aux parlementaires que je pose la question. Bien sûr. Alors, vous avez des contraintes budgétaires, enfin, c'est complètement aberrant. Alors, je ne suis pas médecin, moi, je peux le dire. Mais oui, je vois qu'à ma gauche, on applaudit, mais j'ai le micro, je ne peux pas blottir. Mais effectivement, c'est une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion. Et alors, je me la pose sur un versant un petit peu différent, c'est-à-dire l'idée de se dire que probablement, et vous parlez là de la consultation du médecin généraliste, peut-être doit-on donner d'abord au médecin généraliste le temps médical, d'abord, parce que je crois qu'il y a un problème de revalorisation, de valorisation de l'acte, de la partie pécuniaire, mais il y a aussi le temps. Il y a une thèse qui est sortie il n'y a pas très très longtemps sur des médecins généralistes de l'Hérault qui disaient 23% de notre temps n'est pas du temps médical. C'est énorme. C'est énorme. Et juste une chose, moi je travaille sur le fait qu'on puisse valoriser des actes. Par exemple, je vous prends un exemple très concret. Aujourd'hui, vous êtes médecin généraliste, vous voulez faire une MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle. Elle n'est pas valorisée. L'acte n'est pas valorisé. On va attendre un mois que le cardiologue fasse cet acte. C'est un peu dommage, parce que c'est un acte qu'on devrait faire rapidement. Donc la question, c'est peut-être pas de valoriser l'acte en lui-même, mais plutôt d'autres actes. Mais aussi. Si je vous ai posé cette question, parce que vous êtes parlementaire de la République En Marche, c'est qu'on a l'impression, et Mme Buzyn viendra cet après-midi, début du quinquennat, dont tout le monde parle de l'ISF, etc., on a clairement vu que, étant donné que la fiscalité sur le capital en France était confiscatoire, on a fait un effort pour, je ne dis pas les plus riches, mais en tout cas pour les plus grands entrepreneurs. On est dans une phase où actuellement on est en train de faire un effort pour, en gros, ceux qui sont SMIC, SMIC plus 2. Bon.
C'est-à-dire deux aspects de la société qui sont par rapport à l'ensemble de la société française, j'allais dire minoritaires, même si les entrepreneurs, enfin même si les salariés sont nécessaires, et les entrepreneurs en termes d'emploi aussi. Mais les classes moyennes dont font partie les médecins à 25 €, ils sont peut-être très contents qu'on ait baissé l'impôt sur la fortune des grands patrons, très contents qu'on revalorise le SMIC, mais ils aimeraient bien peut-être arrêter d'être payés 25 €. Oui, je comprends vos... Vous voyez à quel point j'insiste. Vous avez remarqué mon côté... J'ai bien compris. Et je vous remercie d'ailleurs pour cette sollicitude pour le médecin que je suis, Ouais. avant d'être parlementaire. Mais pensez aux parlementaires que vous êtes. Mais justement. je pense aux parlementaires. Mais Oubliez c'est très schizophrène quand même. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La question qui est sous-tendue par votre proposition, c'est aussi, et c'est probablement le sujet, d'ailleurs c'est important de le rappeler, c'est le sujet de la pertinence des soins. C'est-à-dire que si vous mettez une consultation à 50 € par exemple, la question c'est de savoir est-ce que toutes les personnes qui aujourd'hui consultent nécessitent d'avoir une consultation à 50 €. Et l'éducation du patient est importante aussi. Parce que, et ça rejoint ce que... un peu autour Non, parce que la question n'est évidemment pas de se dire demain on va mettre la consultation à 50 €. Enfin, vous le demanderez à Madame Buzyn tout à l'heure, mais parlementaire que je suis, m'incline devant la ministre qu'elle est, mais elle vient. Déjà, ce qui est un grand progrès par rapport... Mais je pense que revaloriser un certain nombre d'actes, ou tout de moins créer la cotation pour un certain nombre d'actes, ça c'est pertinent. Et quand même, franchement, redonner du temps médical, parce que redonner du temps médical, c'est travailler et donc être payé. Parce que quand je dis 23% de temps non médical, c'est du temps qui n'est pas rémunéré. J'ai une question pour vous, professeur Le Guludec, et pour vous, Jean-Paul, qui provient de la situation qui est celle du moment. L'autre jour, je me suis retrouvé sur un plateau de BFM TV avec une écologiste très énervée qui, on parlait évidemment de la fiscalité en France et qui dit oui, les hôpitaux, les crèches, etc., etc. Et je lui soumettais ce chiffre que tout le monde connaît, qui sont les chiffres de l'OCDE publiés. Donc nous sommes les champions d'Europe de l'impôt, tout le monde le sait. Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, les prélèvements obligatoires en France, c'est 46%, moyenne de l'OCDE, 34%. Est-ce qu'on est vraiment tellement mieux soigné en France? Est-ce qu'on a les écoles et les universités, on parlera de ça avec Pascal tout à l'heure, qui sont tellement extraordinaires que ça vaut le coup de payer 10 points de plus de prélèvements obligatoires? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer du monde? Professeur, allez-y. Allez, je me lance. Alors d'abord, il ne faut pas... moi, je ne suis pas une femme politique, mais je dirais quand même qu'il ne faut pas oublier que certes, nous avons les prélèvements les plus importants, mais que l'OCDE dit également dans un autre rapport que c'est en France qu'on a le plus de versements de cotisations sociales. Absolument. Et d'investissements, donc qui est une façon aussi de réparer l'injustice sociale. Hein. Donc je crois qu'en même temps, les prestations sociales, nous sommes les champions du monde. Donc voilà, l'un compense l'autre. Finalement, l'argent qu'on met, on sait où il va. Ça, c'est un point. Moi, je voulais faire un commentaire sur 25 €, pas 25 € la consultation. Moi, je crois surtout ce qu'il faut adresser, parce qu'il y a en effet l'intérêt à agir, et puis il y a aussi ne pas rendre les gens schizophrènes, et en particulier les professionnels de santé. Quand petit à petit, on valorise tellement mieux un acte technique qu'une consultation, c'est pas étonnant que le nombre d'actes techniques augmente et moins les consultations. Donc c'est une question, je ne sais pas s'il faut mettre plus d'argent au total, mais c'est aussi une question de ce qu'on valorise. De même que dans nos établissements, moi j'étais présidente de la CME, de mon groupement hospitalier, toutes les conférences de pôle, c'était quand même dire, c'était pas la qualité où je suis maintenant, c'était quand même quelle a été l'activité cette année, combien vous pouvez faire de plus l'année prochaine, parce que de toute façon les séjours vont baisser de 2% et que si on veut garder les mêmes moyens et les mêmes nombres d'infirmières et de médecins, il faut faire plus. Là-dedans, chercher la pertinence. Donc on a un système un peu schizophrène. On sait que c'est la qualité, la pertinence qui nous permettra de dégager les marges de manœuvre pour progresser, et en même temps, tout notre système incite à l'inverse. Donc c'est ça que la transformation du système de santé adresse, hein, sur les modes de financement, sur faire de la qualité la boussole de la transformation. C'est vraiment ça à quoi je crois, parce que si on ne se sort pas de cette contradiction-là, on pourra être incantatoire, on restera incantatoire. Donc c'est à l'intérieur de l'institution que le problème... C'est à l'intérieur du système.
Les acteurs, ils sont ce qu'ils sont. Quand on demande à un chef d'établissement d'équilibrer ses comptes, il veut faire plus si ses jours baissent. Quand on demande on dit à un professionnel, bah, c'est que les actes techniques qui feront gagner sa vie, il fait plus d'actes techniques. Donc je crois qu'il faut que c'est la cohérence globale du système qui est en cause. Et après, bah, il faut donner les outils, parce que la médecine, vous dites c'est une révolution. C'est pas une révolution, mais c'est quand même des vrais changements. La médecine n'a jamais évolué aussi vite. Donc, par exemple, les médecins en France, culturellement, la recertification, on est un des derniers pays développés à la mettre en place, la formation continue, se remettre en question régulièrement, l'évaluation des pratiques professionnelles par les pairs. Voilà, comme vous dites, monsieur, et comme disait Jean-Paul, les médicaments, c'est bien de les prescrire, mais si on les met à la poubelle, ça ne sert à rien. Les patients, il faut vraiment leur donner les moyens de s'approprier leur schéma thérapeutique, leur prise en charge, leur parcours, de façon à ce qu'ils soient. Donc c'est vrai que c'est quand même culturel, parce que ça touche à peu près toutes les instances, toutes les couches du système, et qu'il y a vraiment du boulot. Jean-Paul, vous êtes président donc, de votre syndicat depuis 2014. Est-ce que vous avez l'impression que justement vous êtes aujourd'hui, je parle politiquement, plus écouté que vous ne l'étiez auparavant? Oui. Oui. C'est une bonne nouvelle pour votre voisin. Non, très clairement. Alors, je vous pose cette question parce que Mme Buzyn viendra tout à l'heure. Donc, Non, mais attendez, peu importe. En tant que président du premier syndicat médical français, j'ai une responsabilité que m'ont conféré, que m'ont donné mes confrères, effectivement, d'être en dialogue, en opposition s'il le faut, mais en proposition chaque fois que c'est possible, avec mon ministre de tutelle, le ministre de la Santé. Quand nous nous heurtons à un mur de dogmatisme et de surdité, le dialogue est impossible. Parce que pour dialoguer, il faut échanger. Si on ne peut pas échanger, il n'y a plus de dialogue. Donc effectivement, je ne suis pas le seul. Hein. Pendant des mois et des mois, il n'y a eu aucun dialogue avec la ministre précédente. Et je dois dire que depuis qu'Agnès Buzyn est aux manettes, les temps ont changé. On dialogue, on n'est pas d'accord sur tout. On a chacun nos positions, nos intérêts et nos missions. Et c'est normal. Chacun nos contraintes et on essaie de comprendre les contraintes de l'autre. Et autant que faire se peut, on essaie de co-construire quelque chose. Le problème, c'est qu'en France, on a un appareil d'État qui est extrêmement lourd, rigidifié par l'énarchie, l'école de Rennes, etc. Et tout ça fait que, mais tout le monde sait ça très bien dans cette salle, parce que ceux qu'on a en région, on a les mêmes à Paris et inversement. Donc tout ça est très difficile, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi ? Et je fais une diversion qui est une diversion un peu citoyenne, et les Gilets jaunes nous le montrent. Comment est-ce qu'on fait bouger un système de santé, comment on fait évoluer un pays dans sa globalité sans s'appuyer sur les acteurs de terrain et sur les territoires? On ne peut pas réformer un pays d'en haut. On doit le réformer avec les acteurs du territoire. Et moi, en tant que responsable syndical, je pense que nous payons aujourd'hui cette espèce de surdité, pour ne pas dire de mépris, voire d'exclusion, de l'ensemble des corps intermédiaires dont je fais partie. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société française, qui va mal, doit interpeller le politique, parce qu'il faut redonner une vraie place aux corps intermédiaires et aux acteurs de terrain. Partout, partout, pas seulement à Paris. Dans les territoires, dans les régions, dans les départements. C'est comme ça qu'on fera bouger le pays, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et j'en revendique ma part et l'activité nécessaire pour pouvoir évoluer et faire bouger notre système de santé. Alors, comme on parlait des territoires, vous pouvez les applaudir d'abord, ça leur fait plaisir. Ça concerne notre santé, donc ce ne sont pas simplement des mots et des conversations, c'est fondamental. Donc, pour le pays et pour qu'il aille mieux.